la liberté quand ils se contrefichent. Remarquez, nous, on est pareil. Hein. Par exemple, on est contre Poutine parce qu'il ne respecte pas la liberté, et on est ami de l'Arabie Saoudite qui doit respecter la liberté. C'est-à-dire toutes ces valeurs n'ont aucun sens pour les possédants. Le but, c'est d'instrumentaliser les moyens de leur domination. Vous avez parlé de pas mal de conflits. Ce qui est étonnant dans les derniers conflits qu'on a vécu avec les Gilets jaunes, parce que, au contraire de beaucoup de gens, je pense que ce mouvement était très spontané, très sincère, et bon, il a prouvé par ailleurs, pas du tout dirigé. Moi, ce qui m'a étonné dans ce mouvement, effectivement, c'est qu'à aucun moment, il y a des intellectuels qui se sont emparés. Ceux qui se sont emparés, c'est vraiment de la canaille politique. Hein. Mais il n'y a aucun intellectuel de gauche ou de gens raisonnables, on va dire, qui ont pu s'emparer de ce sujet Gilets jaunes, quoi. Alors, on l'a dit qu'il y avait un refus des Gilets jaunes, mais moi, je fais référence à la Boétie. Est-ce qu'on n'accepte pas notre servitude volontairement à un moment donné aussi? Est-ce que le peuple a une conscience? C'est la question qu'il faut poser aujourd'hui, parce que c'est à chaque citoyen qu'il faut poser la question. C'est dans les actes individuels qu'on peut mener les uns envers les autres. Est-ce qu'on est des bons citoyens aujourd'hui? C'est la question qu'il faut poser aussi. Parce que on rejette toujours la faute sur l'autre. Hein, on rejette toujours la faute sur l'administration, on rejette toujours la faute du salarié qui est à côté. Moi, il y a un truc qui m'a étonné en parlant de salariés. Dans la liste de Macron pour l'Europe, il n'y a pas un seul salarié dans les gens éligibles. Non. Voilà. Donc on oublie, je ne sais pas, 75%, 80% de la France, voire plus. Moi, je ne sais pas combien de salariés en France aujourd'hui, peut-être 90%. Un peu plus de 80% de voilà. Donc on fait place aux gens des médias, on fait place à la politique et aux professions libérales. Et quelques autres entrepreneurs qui sont peut-être là pour... bon, enfin, c'est pas vraiment la panacée, quoi. Donc, où est le peuple qui représente 90-95%, donc le peuple des salariés, des chômeurs, enfin des ex-salariés. Voilà, donc il y a une aberration et personne ne dit rien, je n'entends rien dans les médias. Mais où est le peuple? Où est le peuple du XIXe siècle qui sort dans la rue et qui montrait du doigt? Où sont les gens qui sont capables d'encadrer tout ça? Voilà, c'est la question que je me pose. Et moi, je me dis quelque part, je reviens à la Boétie et je dis, on l'accepte cette servitude. On l'accepte. Le problème, moi je repense à, dans ce que vous disiez, je repensais à 1995, où on a eu ça a été le dernier grand mouvement, peut-être pas le dernier, mais un des derniers grands mouvements syndicaux, pour le coup, sur la question de la réforme des retraites. Ça a défilé, il y a eu des grèves, la SNCF était arrêtée, et il y a eu des défilés pendant je ne sais pas combien de jours. À l'époque, d'ailleurs, je me souviens, c'était Canal+, avait lancé le Juppéton. Voilà. Il fallait toujours plus à la prochaine manifestation. Bon, il y a eu énormément de monde, et là aussi, on avait déjà vu les choses. Une grande partie des intellectuels de gauche ont défendu Juppé. J'ai jamais oublié ça. Monsieur Touraine, Alain Touraine, sociologue, socialiste, etc. Donc, eux, ils ont été... Il y a un seul qui était de connu, j'entends, hein. Ça a été Bourdieu. Je ne suis pas bourdieusien sur le plan théorique, mais c'était le seul qui s'est vraiment engagé en faveur du mouvement de 1995. Hein. Alors peut-être qu'il ne faut pas compter sur eux, voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Et qu'il faut reprendre ce que disait Rousseau, quoi, sur les intellectuels. C'est extrêmement dur, en disant que tout leur savoir leur servait surtout à mieux rouler les autres. Bon, j'aime bien Rousseau pour ça. Il est capable de dire des choses pareilles. Et voilà. Après, oui, effectivement, pourquoi ce mouvement des Gilets jaunes est resté tout seul aussi? Parce qu'ils sont restés tout seuls, les gars. Donc, quand vous avez fait 4 mois et demi, tous les samedis, dehors. Alors là, il va faire beau, ça va rendre la chose plus agréable. Mais bon, c'est dur à faire. Et puis quand vous êtes allé manifester, vous avez votre copain qui revient avec un œil en moins, vous avez mangé du lacrymo toute la journée. Bon, c'est pour des gens qui ne sont pas des professionnels de l'agitation, c'est pas des black blocs, c'est même pas les militants aguerris
qu'il y avait auparavant. Auparavant, les militants, ils avaient service d'ordre, ils savaient se battre. Les services d'ordre sérieux, ils s'entraînaient. Hein. Moi, je connais service d'ordre d'une organisation que j'ai bien fréquentée. Ils s'entraînaient le dimanche, hein, les gars. Et c'était pas... c'était craint aussi. Hein. D'ailleurs, c'est les mêmes. Pourtant, ils ont vieilli. Il y a eu une manifestation, c'était à l'automne 2017. Les Black Blocs ont voulu venir. C'était la manifestation qu'avait appelée la France Insoumise. Les Black Blocs ont essayé de venir. Là, ils sont tombés sur le service d'ordre de mes anciens amis. Ils ont fait 20 secondes. Voilà. Donc, voilà, si les Gilets jaunes étaient organisés, ils auraient eu un service d'ordre qui se serait débarrassé des Black Blocs en 20 secondes. Mais ils ne le sont pas, justement, parce qu'ils sont en dehors de ces organisations. C'est quelque chose qui a débordé tout ça. Et puis, les grandes organisations les ont regardées en disant « Mais qui c'est ces gens-là » d'un air un peu pincé. Toutes, sans exception. Bon. La CGT a mis 15 jours pour tourner sur la question. 15 jours, ils se sont rendus compte que ce n'était peut-être pas des fachos. Les 3 quarts, les 9 dixièmes de la bonne gauche française considéraient que ces gens, c'était des fachos en puissance. Des fachos fâchés, et des fachos tout de même. Voilà. Et donc, on est dans cette situation, et depuis, il ne s'est rien fait. Hein. Donc, on a laissé tous ces gens tout seuls. On ne peut quand même pas dire que la France insoumise a regardé les Gilets jaunes de haut, quoi. Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais, en gros, il y a eu pratiquement personne. Le mouvement syndical les a regardés d'un air... surtout, on ne se mélange pas avec ces gens-là. Il n'y a eu aucune... Il avait déjà fait le coup en 68. Alors. Oui, non, en 68. En 68, il y a eu une volonté de récupérer de la part des syndicats justement le mouvement. Et le mouvement, il s'est mis aussi à l'écart. Il n'a pas eu tort peut-être aussi. Hein. Oui, aussi, oui. Moi, c'était de la récup. Là maintenant, moi je trouve que c'est plutôt assez bien qu'ils soient à côté. Le problème, effectivement, tu l'as soulevé, c'est qu'ils n'ont pas de service d'ordre eux-mêmes et surtout peut-être ils le refusent et du coup ça leur crée du tort à mon avis. Mais bon. Moi, je ne suis pas sûr. Si... Moi, je pense aussi. Et je pense que c'est pour ça que ça semble s'étioler. Alors maintenant, toi, tu dis qu'il y a peut-être effectivement, de toute façon, il y a des bases de tellement de souffrance et tout ça que ça peut effectivement ressurgir beaucoup. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même un peu calme. C'est un peu difficile. On verra la prochaine crise économique, tout ça va... Alors, bonsoir. Je ne pense pas que les Gilets jaunes soient complètement désorganisés. Je pense qu'à l'intérieur de la structure, il y a d'anciens qui ont à cœur justement d'encadrer les nouveaux et les jeunes justement qui n'ont pas été marqués à la base idéologiquement par toutes ces manifestations qui sont jeunes et qui ont envie d'entrer dans le mouvement et de faire les choses. Donc ils essaient de les encadrer comme ils peuvent. Mais malheureusement, comme vous dites, il y a d'autres mouvements qui viennent s'ajouter et qui sont incontrôlables. Alors voilà. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se finir comme vous dites, mais en tout cas, il y a une volonté de minimiser la casse et de faire les choses voilà, dans l'ordre. On le voit bien d'ailleurs comment ça se passe en général. Hein. Trois remarques comme ça. Pour la question des intellectuels qui ne réagissent pas là, en ce moment, tous ces mouvements, non suffisamment, je crois que ça a quand même des racines vraiment profondes qui touchent à ce que tu as abordé aujourd'hui. Parce que si on écoute, si on écoute tel journaliste, tel débatteur, tel politique à la télévision ordinaire, il suffit de prononcer le mot de lutte des classes pour qu'on ait droit à des ricanements méprisants, comme si on disait une énormité. Hein. Alors, voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui s'est préparé
truc d'avant. Maintenant, je pense qu'aussi, y compris ceux qui, en principe, sont ou se présentent comme à l'avant-garde de la lutte des classes, c'est aussi une vue souvent étroite. C'est-à-dire qu'il y a lutte des classes que s'il y a des classes organisées, des organisations solides, politiques, syndicales, etc., qui font la vraie lutte des classes. C'est-à-dire que là aussi, c'est très ennuyeux parce que ça fait des œillères, et d'où ces jugements très hésitants sur les gilets jaunes. Parce que la lutte des classes, c'est pas seulement des bataillons d'ouvriers qui se battent contre les policiers envoyés, c'est diffus dans toute la société, il y a toutes sortes d'aspects. Il y a une lutte des classes au niveau des idées elles-mêmes, et il y a aussi une forme de violence dans le fait que, évidemment, on n'entendra jamais, dans la télévision que j'évoquais tout à l'heure, on n'entendra jamais parce qu'il y en a quand même, tel intellectuel, tel philosophe, qui au contraire parle de lutte des classes. Donc ça, c'est sûr. Mais alors là, donc c'est quelque chose de très divers, et on peut faire les critiques qu'on veut aux gilets jaunes pour tel ou tel aspect, dire que c'est que ceci, cela, que c'est compliqué, qu'ils n'ont pas des idées claires. Il n'empêche que c'est quelque chose qui monte des profondeurs, et donc c'est typiquement la lutte des classes. Quand Marx dit que la lutte des classes mène l'histoire, c'est pas des petits bataillons d'intellectuels qui ont mené cette lutte des classes, ça vient vraiment des profondeurs. C'est pour ça qu'on est très surpris quand ça surgit, parce qu'on se dit d'où ça vient ce duc-là. Il n'y a même pas eu de manifestation organisée, qu'est-ce que c'est que ce machin-là, etc. Alors on commence à regarder de travers. Ça ne colle pas avec ce qui est dans le donc je pense qu'il y a, voilà, et alors, il y a dans ce contexte, et cette lutte des classes au niveau des idées, du vocabulaire, de la télé, etc., et la question de la violence, c'est extraordinaire la façon dont la masse des gens réagissent au mot violence. Qu'est-ce que ça évoque pour eux, la violence? La violence, c'est uniquement des gens qui manifestent et qui, au cours de cette manifestation, il y a des violences. Alors, mais c'est pas la contre-violence, pour le cas où il y en aurait une chez ceux qui manifestent. C'est pas la contre-violence, c'est pas de la violence. C'est ce qu'il y a dans la tête. Ceux qui parlent à la télé, c'est ça. Il y a des mouvements violents. La violence, pas possible. On peut, à la limite, ils sont tellement... Ils pourraient même dire, vous pouvez faire la lutte des classes si vous voulez, mais pas violent. C'est extraordinaire, c'est une façon de penser, parce que la violence, il ne peut pas ne pas y en avoir. Il y en a. Mais des deux côtés. Il dit, voilà, quand on entend Macron ou d'autres, c'est-à-dire, je veux bien l'histoire, mais surtout, vous allez en extraire chirurgicalement la violence, et puis après, je pourrais discuter avec vous, mais là, pas de violence. Mais j'en vois, mais les fusils, machin, là, tout ça. Oui, d'ailleurs, à 76 ans, je vous rappelle qu'il n'est vraiment pas raisonnable d'aller dans une manifestation. Moi, je m'interroge sur la valeur de travail. Parce que bon, la lutte des classes, elle est aussi liée à la question du travail. Et alors, je vous rappelle quand même qu'il y a une loi qui a été votée à l'arrivée de notre merveilleux président, une loi fiscale qui fait qu'aujourd'hui, quand vous suez 100 € au travail, vous payez plus d'impôts, puisque vous êtes imposé à 14, je ne sais plus combien, 14,5, 14,8, je ne sais plus. Alors que si vous vivez de vos rentes mobilières, vous êtes imposé à 12%, ou 12,8, je ne sais plus. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais enfin l'idée, le rapport, il est là. Donc, je me dis que